merci de votre invitation. Je suis en effet ravi d'être parmi vous. France Télécom, pour moi, est une entreprise très, très importante que j'ai essayé d'analyser de près dans différents travaux, que j'ai pu suivre aussi quand j'étais au commissariat au plan, puisque au commissariat au plan, j'étais chargé des questions de développement technologique et industriel comme conseiller scientifique, et j'ai eu plusieurs fois donc affaire à votre entreprise à travers des choix qu'elle a fait, heureux ou malheureux, dans les années 80, 90 et 2000. Voilà, donc comme Hélène vous l'a dit, je vais donc vous présenter non pas des théories, parce que je ne suis pas vraiment un théoricien, je suis un économiste industriel, et je suis absolument convaincu, j'introduirai mon propos comme ça, qu'un pays ne peut rester développé, il ne peut pas être prospère si il lamine ses activités productives. Et dans l'activité productive, pour moi, il y a le couple industrie-service que je considère comme étant un couple indissociable. Très souvent, on oppose l'industrie et les services. C'est pas du tout ma conception des choses. Et si vous allez sur le site de l'ancien commissariat au plan, vous verrez que j'ai en effet rapporté sur un certain nombre de commissions qui cherchaient à promouvoir l'idée qu'il fallait développer en France un système productif intégré articulant les activités industrielles et les activités de service et ne les opposant pas. Et je pense que vous êtes vraiment l'archétype de l'entreprise dont il est stupide de dire qu'elle est une entreprise industrielle ou une entreprise de service. Vous êtes à la fois une entreprise industrielle et de service. Donc, ce que je vous disais, c'est que, de mon point de vue, ce que l'expérience nous montre, et non pas la théorie, c'est que, en fait, aucun pays ne peut se développer, ne peut rester prospère s'il ne maintient pas à un très haut niveau sa base productive et son système productif. Vous pouvez faire le tour des pays en Europe ou dans le monde et regarder quelle est leur situation économique actuellement, et vous verrez que les pays qui s'en sortent à peu près correctement sont des pays qui ont préservé leur base industrielle et de services, ou qui la développent en ce moment, alors que ceux qui s'enfoncent dans la crise, eh bien, justement, ont laminé cette base déjà depuis deux décennies ou trois décennies. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je vous montrerai que les problèmes de la Grèce ne sont pas du tout des problèmes de déficit public. Les problèmes des États-Unis ne sont pas des problèmes de déficit public, ce sont des problèmes de base productive qui a été laminée. Et lorsqu'un pays voit sa base productive laminée, eh bien, il s'enfonce dans un déficit de sa balance commerciale, dans une récession économique très grave qui génère évidemment des pertes de recettes fiscales, une augmentation des dépenses sociales, etc., etc. Ce qui veut dire en d'autres termes que pour moi, la question du lien industrie-service, la question des activités productives, c'est pas une question qui concerne 15% des emplois ou 20% des emplois, c'est une question qui concerne l'économie et la société dans son ensemble. Et en effet, je pense que la situation française de ce point de vue-là est extrêmement inquiétante, puisque ça fait une trentaine d'années maintenant que eh bien, cette base productive de notre pays se délite. Et donc ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que, grosso modo en deux parties, un premier temps, et c'est ce que je vais faire avec vous, j'ai essayé de montrer quelles étaient les raisons nombreuses, mais qui malheureusement font système du déclin des activités productives. Et puis après, comme je ne souhaitais pas en rester, comme nombreux de mes collègues, à un simple constat ou un simple diagnostic, mais je souhaitais apporter une contribution en termes de proposition en quelque sorte, eh bien j'ai essayé dans la deuxième partie de ce livre de dire eh bien le constat est bien celui-là, c'est le constat d'une très forte dégradation du système productif, mais néanmoins il y a des choses à faire. Quelles sont ces choses à faire? Donc ce que je vais faire avec vous, c'est exactement la même chose. Donc je vais intervenir, comme Hélène l'a dit, maintenant un peu moins de 40 minutes pour dire dans un premier temps pourquoi eh bien on assiste à un déclin des activités productives en France, et puis après je vous indiquerai de mon point de vue quels seraient les chantiers qui conviendrait d'ouvrir d'urgence pour justement redresser la situation et assurer la prospérité de notre économie et de notre société. Si j'ai appelé ce livre l'urgence industrielle, c'est pas du tout pour signaler que ceci doit se faire dans l'urgence, c'est tout simplement pour signaler que ce chantier sera de toute manière très long. Le déclin industriel et des activités productives de la France date de au moins 3 décennies.
fini, et ce serait vraiment une illusion que de penser qu'en 3 ans ou en 4 ans, on sera capable de redresser et de redéfinir un nouveau pacte productif. Cela prendra au moins le temps d'une génération, et justement parce que ça prendra au moins le temps d'une génération, il faut engager ce chantier de mon point de vue sans tarder, parce que chaque jour qui passe, j'avais écrit un article comme ça sur Mediapart, ce sont des usines qui ferment. Alors évidemment, il y en a qui ouvrent, hein, toutes ne ferment pas heureusement, mais le solde est un solde qui est actuellement atrocement négatif. Hein. Et le déficit de la balance commerciale, dont je parlerai un petit peu, exprime très bien cela. Alors, les causes de la désindustrialisation ou du déclin des activités productives, en fait, sont très nombreuses. Donc, je commence comme cela. Hein. Elles sont très nombreuses, elles sont imbriquées, elles font système. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je vous dirais que la crise industrielle s'insère dans une crise qui est beaucoup plus générale que la crise de l'industrie, mais quelque part, la crise de l'industrie, pour moi, résume, si vous voulez, condense toute une série de défaillances qui ne sont pas que des défaillances industrielles. Alors, si je m'en tiens uniquement, donc, et c'est déjà très large, à la question du déclin des activités productives, les causes de ce déclin sont analysées par d'assez nombreux économistes. Je vais vous en donner quelques-unes qui me semblent justes, mais qui sont, me semble-t-il, assez bien connues, assez bien balisées. Et je mettrai l'accent sur des causes qui me paraissent rester dans l'ombre et qui pourtant me paraissent tout à fait déterminantes. Alors, dans les causes du déclin des activités productives, il y a bien sûr, comme on le dit parfois, des choix de spécialisation qui ont été assez peu heureux. C'est vrai que l'appareil productif français s'est spécialisé sur des activités ou sur des zones qui ne sont pas actuellement nécessairement les activités ou les zones les plus porteuses. Ça, les économistes l'ont dit, je ne vais pas insister là-dessus. Le poids insuffisant des PME, c'est quelque chose qui est souvent souligné, je suis d'accord, hein, simplement c'est un constat que l'on fait, on fait ce constat, mais la question véritable, si on avait le temps de la développer, c'est pourquoi donc les PME ont du mal à se développer en France, pourquoi elles ont du mal à travailler en réseau. Et je pense que la question des structures de capital des PME et encore celle des liens entre les PME et les grands groupes, ça c'est tout à fait central, eh bien ça fait partie aussi des causes de la désindustrialisation dont je n'ai pas parlé parce que si je parle de ça, je n'aurai pas le temps de développer ma deuxième partie. Souvent, on incrimine en France la surévaluation de l'euro. C'est une thèse que je considère comme étant extrêmement contestable. D'abord parce que l'euro n'est pas aussi surévalué aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé, mais surtout parce qu'on sait très très bien que en fait tous les appareils productifs ne souffrent pas de la même manière d'une surévaluation de l'euro si celle-ci existe. Hein. Il suffit de regarder les exportations allemandes pour se convaincre que même avec un euro qui est surévalué, ceci n'empêche pas les Allemands d'exporter. Donc si pour nous ça pose problème, c'est que notre structure productive est trop sensible, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, aux questions de prix. Notre appareil de production, les stratégies des entreprises sont beaucoup trop orientées par des questions de prix et de coûts et pas assez par des questions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc la surévaluation de l'euro. Je pense que dans le chapitre des causes de la désindustrialisation, il faut quand même mettre quelque part l'accent sur l'illusion de services qui se substituerait à l'industrie. Je ne dis pas en complément de l'industrie. Hein. En complément de l'industrie, ça c'est indispensable. Mais l'idée d'après laquelle c'est pas la peine d'avoir des activités industrielles. Il suffit d'avoir des activités en termes de services. En d'autres termes, c'est pas la peine de produire des équipements. Il suffit d'être simplement dans l'utilisation de cet équipement. Eh bien, est une idée qui est totalement erronée. L'idée d'après laquelle on pourrait se réfugier dans des activités de conception sans s'intéresser au savoir-faire et sans s'intéresser à la production, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'industrie, et c'est votre cas, j'espère que c'est le mien aussi, eh bien c'est une idée aussi qui est complètement erronée, parce que le jour où vous perdez votre savoir-faire, parce que vous ne produisez plus, eh bien vous finissez par perdre assez rapidement votre savoir aussi, et vous avez une entreprise qui a travaillé pour vous pendant très longtemps, qui en est malheureusement la démonstration, et ça je l'avais suivi quand j'étais au commissariat au plan, c'est Alcatel, hein, l'idée d'après laquelle une entreprise peut exister sans usine, ça doit vous rappeler des souvenirs, ça, est une idée complètement farfelue. Évidemment, si vous perdez vos usines, vous perdez le fer. Si vous perdez le fer, vous perdez le savoir-faire. Si vous perdez le savoir-faire, vous perdez le savoir. Et l'avenir était malheureusement tout à fait écrit à l'avance. J'ai alerté plusieurs fois les dirigeants de cette entreprise sur l'impasse stratégique qu'ils étaient en train de commettre, mais bon, manifestement, ils avaient d'autres soucis que cela. Donc, il y a donc toute une série, si vous voulez,
de causes qui sont souvent évoquées de la désindustrialisation. J'en citerai une dernière avant de polariser sur 3 causes qui me semblent insuffisamment éclairées. La dernière, qui me semble importante parce qu'elle fait le lien avec l'économie dans son ensemble, c'est que, évidemment, quand on a dans un pays une panne de croissance, une panne de développement telle que celle que nous vivons en France depuis 3 décennies, on ne peut pas avoir une industrie prospère. Or, lorsque vous regardez les performances économiques de la France depuis 3 décennies, eh bien, vous voyez que la France a un taux de croissance chaque année, un taux de croissance annuel moyen qui se situe toujours entre 1, 1,5%, 2% vraiment quand c'est vraiment une très très bonne année. Eh bien, quand on a des taux de croissance aussi faibles, on ne peut pas avoir une industrie prospère. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible parce que de quoi est-ce que les entreprises ont absolument besoin? Elles ont absolument besoin de débouchés. Ça, c'est un élément qui est déterminant. Donc, elles vont évidemment rechercher la croissance économique ailleurs. En allant chercher la croissance économique ailleurs, eh bien, elles contribuent à anémier la croissance sur le territoire d'origine, sur le territoire national, puisqu'elles n'investissent pas dans ce territoire d'origine. Donc ici, vous comprenez bien que si on souhaite avoir un jour, je ne sais pas, si c'est nécessaire, une politique industrielle, eh bien vous ne pouvez pas avoir une politique industrielle dynamique avec une politique macroéconomique qui ne favorise pas la croissance. Il y a un lien organique, si vous voulez, entre une politique industrielle offensive et en même temps une politique macroéconomique qui soutient la croissance et qui ne se satisfait pas de taux de croissance trop faibles, comme c'est le cas en France depuis maintenant 3 décennies. Alors, ça, ce sont donc des causes de désindustrialisation qui sont très anciennes, qui font système. Je ne voudrais pas trop développer là-dessus. Je voudrais en pointer 3 autres qu'on retrouve assez peu dans le débat et qui me semblent tout à fait, tout à fait déterminantes. Les 3 causes, les voici. La première, je les indique, et après je vais les reprendre rapidement. La première cause, c'est le rôle des grands groupes. Ça, c'est vraiment très important. Quel est l'apport, en quelque sorte, des grands groupes au tissu industriel français? Le rôle de l'État. Le rôle de l'État et des politiques qu'il a menées. Je vais en dire un mot s'agissant des politiques industrielles plutôt que des politiques macroéconomiques. Et puis peut-être, je terminerai par la cause qui me paraît la plus importante, et elle fera le lien avec la partie propositionnelle de mon propos, qui est la façon dont la question du travail est posée en France. Voilà, ça, c'est pour moi une cause de désindustrialisation qui est tout à fait centrale. Alors, je reprends successivement chacun de ces causes de désindustrialisation dont on parle relativement peu. La question des grands groupes. Les grands groupes en France, c'est un sujet qui est extrêmement important. L'industrie française, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, s'est développée justement, en considérant qu'il fallait absolument que des champions nationaux portent les couleurs de l'industrie française. Ça correspond exactement à ce que j'ai pu regarder de près, au commissariat au plan, aux grands programmes sectoriels dont France Télécom est évidemment un des produits tout à fait évident. Alors, ces grands groupes ont en effet porté les couleurs de l'industrie française dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, et à partir des années 60, début des années 70, en fait, il s'est produit, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, si vous le souhaitez, dans le débat, un divorce croissant entre le devenir des grands groupes et le devenir de l'industrie française. Alors, il y a un certain nombre de secteurs qui sont incroyablement représentatif pour cela. Le secteur des télécommunications en est évidemment un, mais ce mercredi ou jeudi, je ne sais plus, je serai à Laval dans le cadre d'une conférence sur l'automobile. Eh bien, l'automobile, c'est un cas qui est tout à fait caricatural. Pourquoi il est caricatural? Parce que tout simplement, c'est un secteur qui a toujours été, sans qu'il y ait eu véritablement de grands programmes, un secteur fleuron de l'industrie française. Que voit-on aujourd'hui? On voit des constructeurs français, PSA et Renault, dont la situation n'est pas si mauvaise que ça, contrairement à ce qu'on dit dans la presse. Je pourrais aisément vous donner des chiffres, dont les volumes de production sont très fortement croissants et non pas décroissants. Et dans le même temps que les volumes de production et les ventes de ces groupes progressent, que fait l'industrie automobile française? Eh bien, elle produit aujourd'hui 2 fois moins qu'elle produisait il y a 10 ans. Ça, c'est absolument incroyable. Quand vous regardez le nombre de véhicules
produits en France. On est passé en l'espace de moins de 10 ans, en fait, de 4 millions de véhicules assemblés sur le territoire français à 2 millions de véhicules assemblés sur le territoire français. Et ça montre, et je pourrais vous expliquer pourquoi, eh bien, ça montre un divorce, une distorsion, si vous voulez, croissante entre les stratégies des grands groupes et le devenir de l'industrie française. C'est un phénomène qui est bien connu et qui explique parfaitement, je crois, la désindustrialisation britannique. On a pensé que ça ne nous concernait pas. En réalité, ça nous concerne en plein aujourd'hui. Le devenir des grands groupes ne se confond plus avec le devenir de l'industrie française. Donc, une des questions pour moi majeures aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réarticuler, en quelque sorte, le devenir des grands groupes et le devenir de l'industrie française, car en effet, les deux ne se confondent plus du tout. Donc pour moi, voilà une cause de désindustrialisation. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans cette analyse-là, je le ferai volontiers avec vous dans le débat. Si vous souhaitez poser des questions sur la façon dont on peut réarticuler, eh bien, vous choisirez de poser des questions si vous le souhaitez. Donc pour moi, ça c'est une cause de désindustrialisation extrêmement importante. Une autre cause de désindustrialisation, mais qui est tout à fait le corollaire de celle-ci, c'est la politique industrielle. Lorsque vous analysez la politique industrielle française, eh bien cette politique industrielle, elle est absolument marquée par le primat des champions nationaux. Il faut soutenir les champions nationaux. Et à chaque fois qu'on soutient un secteur en France, eh bien on soutient le champion national ou les deux champions nationaux qui sont derrière. Alors, dans les années 60, ça peut parfaitement se comprendre parce que le destin de l'industrie se confond avec le destin des champions nationaux. Mais aujourd'hui, quand on soutient Renault, quand on soutient PSA, quand on soutient un certain nombre de groupes que je ne vais pas tous énumérer évidemment, est-ce qu'on est véritablement bien sûr de soutenir l'industrie française? La réponse pour moi, elle est globalement négative et il faudrait en réalité faire une sorte de bilan coût-avantage du soutien qui est très coûteux de chacun des grands groupes français en se demandant mais quel est le coût pour la collectivité, qu'est-ce que ça rapporte à la collectivité et à l'industrie nationale, et je ne suis pas sûr que pour la grande majorité des groupes du CAC 40, le bilan serait positif. Pour moi, le bilan vraisemblablement serait négatif. Mais pour moi, il y a plus grave que cela. Il y a que, de mon point de vue, une véritable politique industrielle ne peut pas être une politique de soutien d'entreprises, fussent-elles de grande taille, isolées. Pour moi, l'industrie, c'est un système. Ça, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est un système productif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si on veut véritablement soutenir l'industrie française, plutôt que de soutenir des entreprises isolées, quelle que soit leur taille, en fait, il faudrait absolument faire en sorte que la densité des relations au sein du système productif soit la plus forte possible. Donc, plutôt que d'aider Airbus, par exemple, comme on le fait avec beaucoup de moyens que je ne vais pas détailler maintenant, mais encore une fois, je pourrais le faire si vous le souhaitez, eh bien, il vaut mieux organiser les réseaux de co-traitance autour d'Airbus, faire en sorte qu'il y ait un ancrage territorial le plus fort possible autour de cette entreprise, plutôt que d'accorder des subventions à telle ou telle entreprise et à Airbus en particulier qui n'en a évidemment pas besoin. Si vous lui accordez des subventions ou des crédits impôt recherche, ils ne vont évidemment pas les refuser, c'est évident, mais est-ce que c'est comme ça véritablement que vous menez une politique du système productif? Pas du tout. Pour mener une politique du système productif, il faut nouer des relations durables entre les acteurs du système productif dans une optique de projet. Ceci concerne des entreprises entre elles, de grandes et de petites dimensions, de secteurs différents. Ça concerne les relations entre les entreprises et les institutions de formation, les institutions de recherche. Donc tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, densifie. Ce qui est important, c'est donc de bien comprendre que l'unité élémentaire du système productif n'est jamais l'entreprise. L'unité élémentaire du système productif, c'est l'interrelation entre les entreprises, institutions de recherche, institutions de formation, etc. Et ça, en France, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On a beaucoup de mal à se départir d'une vision « j'aide une entreprise, qu'elle soit en difficulté ou qu'elle soit florissante, j'aide une entreprise ». Il ne faut pas aider des entreprises isolées, il faut constituer un système productif le plus dense possible. Et ça, la politique industrielle française ne sait pas le faire, contrairement à d'autres politiques industrielles, en particulier celle de notre voisin supposé libéral, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc voilà, pour moi, une deuxième cause de désindustrialisation de la France mal éclairée. Les grands groupes, le divorce avec l'industrie française, la question de la politique industrielle. La troisième cause de désindustrialisation, et qui va me permettre de faire le lien avec la partie propositionnelle pour rester dans les temps, c'est la façon dont la question du travail est appréhendée en France, et derrière elle, la façon dont la compétitivité est posée. La question de la compétitivité est posée. Quand on raisonne sur le travail en France, quand on lit les déclarations du patronat, mais pas simplement du patronat,
patronat. Quand on lit les déclarations d'hommes politiques, quand on lit les déclarations des économistes, on s'aperçoit que de manière générale, quand on parle de travail, et j'ai fait d'ailleurs une analyse lexicale dessus, c'est-à-dire que j'ai pris 15 000 textes et je les ai fait passer sur un logiciel sémantique, eh bien, dès que vous mettez travail, vous mettez à côté coût. Ça ne rate jamais. Travail et coût, c'est vraiment le couple complètement infernal, c'est-à-dire que le travail est représenté comme étant un coût. Et quand on parle de cotisation sociale, on ne parle d'ailleurs pas de cotisation sociale, on parle toujours de charge sociale. Et il est absolument évident que dès que vous dites charge, mais ça y est, le débat est clos, la messe est dite, une charge, c'est quelque chose qu'il faut alléger. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « la charge est trop légère, je vais donc l'alourdir ». Ça n'a pas de sens. Le fait de dire charge sociale, si vous, en tant que syndicaliste, vous reprenez systématiquement le terme de charge sociale, eh bien, vous vous placez directement sur le terrain de ceux qui pensent que les cotisations sociales, voilà un terme neutre, où les contributions sociales sont trop lourdes. Donc c'est un terme que vous devriez, me semble-t-il, en tant que syndicaliste, proscrire absolument. Mais pour en revenir à la question du travail, eh bien la question du travail est considérée comme étant un coût qu'il faut réduire absolument pour améliorer la compétitivité. Et quand on met en place des indicateurs, eh bien ce sont des indicateurs qui, d'une manière ou d'une autre, vont exprimer ce qu'est le coût salarial à l'unité produite. Et donc, ça va être une combinaison entre le coût horaire et des objectifs de productivité. Si ce n'est pas assez clair, je préciserai tout à l'heure. Donc, tous les indicateurs vont tourner autour du coût salarial à l'unité produite, dont on va nous dire qu'il faut absolument l'améliorer pour que l'entreprise soit compétitive. Donc, en fait, on a une vision du travail qui est une vision en termes de coût, et on a une vision de la compétitivité qui est une vision en termes de prix, c'est-à-dire qu'en effet, il faut absolument faire en sorte que le coût du travail soit le plus faible possible pour que la compétitivité soit la plus forte possible. Et d'ailleurs, on vous dit, pour redresser la compétitivité des entreprises françaises, le gouvernement doit prendre un certain nombre de mesures qui aboutissent au final à une réduction du coût du travail. Alors comme on n'ose pas baisser directement les salaires en France, eh bien on va diminuer les cotisations sociales, ou on va diminuer la pression donc sur le coût du travail. Eh bien je pense que ces objectifs de compétitivité ne sont pas nécessairement détestables. Moi je ne considère pas qu'il faille absolument proscrire toute diminution du coût salarial et de l'unité produite. Je pense qu'il faut le faire. En effet, c'est une variable de la compétition qui est importante, mais vous ne pouvez pas résumer la question de la compétitivité uniquement en disant c'est une question de compétitivité. Prix, achetez mes produits parce qu'ils sont les moins chers possibles. Parce qu'il y a une autre entreprise que vous qui est en train de faire exactement ça. Et cette entreprise-là, je ne sais pas, à vrai dire, quelle est sa pérennité. On pourra en débattre, si vous le souhaitez, un tout petit peu plus tard. Alors, ces questions, cette façon d'appréhender le travail, c'est-à-dire de voir à travers le travail uniquement un coût, de voir derrière la question de la compétitivité uniquement un problème de prix, eh bien, ceci me semble extraordinairement réducteur à un moment où, en fait, l'essentiel de la bataille dans les pays développés ne peut pas se jouer dans ces termes-là. Dans les pays développés, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le rempart de la productivité ne nous protège plus, c'est-à-dire on ne peut plus aujourd'hui dire, eh bien, nous allons protéger l'industrie française et les emplois en France avec des niveaux de productivité les plus faibles possibles. Pourquoi ? Les plus forts possibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des pays où le coût horaire du travail est à ce point bas et les niveaux de productivité à ce point proche des nôtres que le coût salarial à l'unité produite, eh bien, tout simplement, est immanquablement plus intéressant que celui de l'industrie française. Donc, la seule façon, si vous voulez, c'est en effet de se dire, je fais attention au coût, je fais attention au prix, je fais attention à la compétitivité prix et à la compétitivité coût, mais surtout, je ne résume pas et je ne centre pas la stratégie de l'entreprise là-dessus. Ça, c'est important. Je ne vous dis pas que l'entreprise ne doit pas faire des bénéfices, ne doit pas être rentable, ne doit pas être compétitive par ses prix. Je dis que ce n'est pas le cheval de bataille central. Donc, on pourra revenir, si vous le souhaitez, là-dessus. Alors, à partir du moment où vous faites ce constat d'une conception du travail qui est, me semble-t-il, réductrice, et une conception de la compétitivité qui est elle-même le corollaire de celle-ci et qui elle-même est réductrice, la question qui est posée, c'est comment en sortons-nous et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, j'en arrive maintenant donc à la partie plutôt propositionnelle. Que faut-il faire pour développer l'industrie française sur d'autres bases ? Je pense que la première des réponses, eh bien, c'est de repenser la place du travail dans toutes les organisations productives. Et repenser la place du travail aujourd'hui, c'est tout simplement partir du constat que si les entreprises innovent,
et en effet, elles doivent innover, eh bien, elles ne peuvent pas innover ou prétendre qu'elles veulent innover, en même temps qu'elles continuent de considérer le travail comme étant un coût qu'il conviendrait d'écraser. Ce n'est pas possible. Le discours est orthogonal. Pourquoi ? Parce que l'innovation, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. L'innovation, ce n'est pas un phénomène, un processus exogène à l'entreprise. Il n'y a pas de dynamique technologique autonome qui produirait des petits toutes seules. En fait, l'innovation, c'est d'abord une affaire d'hommes. C'est une affaire d'êtres humains dans l'entreprise qui, confrontés à des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre, vont rechercher des compétences complémentaires aux leurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est évidemment faire en sorte de promouvoir ces entreprises qui innovent, mais faire en sorte que ces entreprises reconnaissent les compétences de leurs salariés, car tout simplement, elles ne pourront pas innover en ignorant les compétences de leurs salariés. Et quand on fait des comparaisons qu'il faut faire avec beaucoup de prudence avec les entreprises allemandes, eh bien, vous verrez que, là, de ce point de vue-là, c'est tout à fait frappant, je pourrais vous donner des chiffres. Le principal point sur lequel les entreprises allemandes sont attentives, c'est l'implication de leurs salariés et la reconnaissance de leurs compétences. Ça, c'est ce qui vient en tête. Et lorsque vous regardez dans les palmarès qui sont faits dans les entreprises, ce que ça donne en France, cette préoccupation-là, pour le management français, intervient en 12e position, en 13e position, donc quelque chose qui est très déclassé. Donc tout se passe comme si, en quelque sorte, les entreprises françaises prétendaient innover en faisant de la recherche-développement, en attendant un prétendu changement technologique, mais en ne reconnaissant pas les compétences de leurs salariés. Eh bien, je dis tout simplement que c'est impossible. Donc, la première des choses à faire, c'est changer le regard sur le travail et considérer que le travail n'est pas centralement un coût. Le travail est d'abord quelque chose dont on a besoin, c'est une force vive dont on a besoin en termes de créativité, en termes de compétences, en termes d'expérience, de manière justement à rendre possible l'innovation et pas uniquement les ruptures technologiques. Alors ça, pour moi, c'est le premier chantier. On pourra très, très volontiers revenir dessus dans le débat si vous le souhaitez. Ce n'est pas le seul, hein. Et évidemment, il y a toute une série de chantiers qui doivent s'articuler les uns aux autres, puisque les causes de la désindustrialisation sont nombreuses. Ben, vous comprenez bien que donc, les solutions ne peuvent pas être uniques, hein. Celle-ci, pour moi, est la première, mais ce n'est évidemment pas la seule. Je pense qu'il faut aussi en France définanciariser les entreprises. Définanciariser les entreprises, nous vivons dans un capitalisme qui est un capitalisme financiarisé. Je n'aime pas trop dire financier, parce que financier voudrait dire que c'est la dimension unique, et je pense que ce n'est pas la dimension unique, c'est une dimension qui est très importante, mais ce n'est pas la dimension unique. La dimension des compétences et de l'innovation est une dimension qui est au moins aussi importante, mais les entreprises françaises sont extraordinairement définanciarisées. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour justement définanciariser les entreprises françaises, les entreprises tout court. Et je pense qu'en réalité, il faut comprendre ce que signifie la financiarisation pour envisager quelles sont les voies de la définanciarisation. La financiarisation, si je devais je serais très, très bref là-dessus, la financiarisation, c'est en fait une inversion de la relation entre les investissements industriels et leur financement. Dans une logique qui est une logique entrepreneuriale classique, lorsque une entreprise veut investir, eh bien, elle va demander à son directeur financier quelles sont les meilleures façons de financer un investissement. Donc on va rechercher les 1001 façons. Est-ce qu'on utilise une partie des bénéfices? Est-ce qu'on emprunte pour jouer l'effet de levier? Quels sont les moyens? Est-ce qu'on accroît les capitaux propres par émission d'actions nouvelles ou d'emprunts obligataires? Peu importe. Donc une entreprise qui veut investir va donc, dans un schéma classique, demander au directeur financier de trouver la meilleure des combinaisons de financement possibles pour réaliser l'investissement. Dans une entreprise financiarisée, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. L'inverse, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on va d'abord fixer une norme de rentabilité. Donc la finance vient d'abord, elle ne vient pas comme moyen, elle vient d'abord. Donc on fixe d'abord une norme de rentabilité, et une fois qu'on a fixé la norme de rentabilité, on passe à ce moment-là les investissements au tamis, et on dit, ben voilà, en fonction de la norme de rentabilité qui nous est imposée par les marchés financiers, cet investissement n'est pas assez rentable, celui-ci l'est, celui-ci ne l'est pas assez, voilà. Et donc, en réalité, il y a une véritable inversion, si vous voulez, de la relation entre finance et investissement.
Ça, c'est le cœur, si vous voulez, du processus de financiarisation. Je pourrais vous montrer comment cette inversion se produit dans le cadre d'une stratégie, par exemple la vôtre, je pourrais vous l'expliquer. Mais bon, voilà, donc ça, c'est une caractéristique que l'on trouve dans toutes les entreprises financiarisées. Mais il y a une autre caractéristique par laquelle je pense qu'il faut prendre le problème, c'est que la finance est sur le très court terme. La finance est non pas mobile. On a besoin de capitaux mobiles, hein, mais elle n'est pas sur la mobilité, elle est sur de la volatilité. Je me suis amusé à calculer la durée de détention moyenne d'un titre en France aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux vous dire, hein, la durée de détention moyenne d'un titre aujourd'hui. La durée de détention moyenne d'un titre aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la durée moyenne? 60% des transactions sur du trading haute fréquence. Voilà, très bien. Alors votre... Donc c'est quelques millisecondes. Voilà, c'est ça, exactement, c'est parfait. Vous avez tout à fait donné la réponse. 60% des transactions étant du trading de haute fréquence, ça veut dire que la durée de détention moyenne des titres aujourd'hui, en France, elle est de 2 secondes. Voilà, c'est ça. Hein, donc... Par rapport aux États-Unis, parce que c'est plus proche. Certainement. Certainement, mais enfin, vous savez, quand on dit 2 secondes, c'est beaucoup. Bon, on peut faire certainement mieux, mais je ne sais pas si mieux, c'est pas pire en même temps. Quoi. Bon. Alors, je pense qu'en effet, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est retarder la finance. C'est-à-dire faire en sorte que cette finance qui est extrêmement mobile, qui est devenue totalement volatile, retrouve un état qui n'est pas un état de gaz, parce qu'aujourd'hui, elle se déplace comme un gaz, elle ne se fixe nulle part. Il faut en fait faire en sorte qu'elle redevienne plutôt liquide. Comment faites-vous pour transformer un gaz en liquide? Eh bien, vous jouez sur la température, vous jouez sur la pression. En l'occurrence, vous jouez sur le temps. Et jouer sur le temps, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut introduire, au niveau de la gestion d'une entreprise, il faut introduire des retardateurs temporels. Ces retardateurs temporels sont de différentes natures. Je ne vais pas maintenant les examiner tous. Vous pouvez utiliser la fiscalité, différencier la fiscalité selon que les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise ou sont distribués sous forme de dividendes. Vous pouvez inventer des tas de procédures, de processus fiscaux qui vont pénaliser en effet la spéculation et tout ce qui est placement au détriment des investissements. Mais dans mon livre, j'examine bien d'autres voies que celle-là, et j'en discutais avec mon voisin de table, Billy, je cherche le regard, bon, voilà, et je lui disais mais qu'il y a bien d'autres façons de faire cela. On pourrait par exemple imaginer des droits de vote, mais c'est une des façons, hein, c'est pas la seule, et ça semblait vous perdre. Donc on pouvait imaginer des droits de vote à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui seraient calculés au prorata de la durée de détention des titres. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire, écoutez, un actionnaire qui n'est pas un actionnaire durable, c'est-à-dire un fonds qui va acheter et revendre immédiatement ses actions, ses droits de vote sont coefficientés 0 parce que la durabilité de son engagement est nulle, et donc on pourrait très bien coefficienter avec quelque chose qui est très inférieur à 1, qui tendrait vers 0, à mesure que le titre est complètement liquide. En revanche, si vous prenez un actionnaire qui est engagé durablement dans l'entreprise, ça peut être une banque, ça peut être un actionnaire familial, ça peut être des salariés de l'entreprise, en effet, qui, eux, ont un intérêt à rester durablement dans le capital de l'entreprise. On pourrait coefficienter, en fonction de la durée de détention des titres, leur droit de vote. Et en effet, je crois que ce serait quelque chose de très utile. Donc, définanciariser les entreprises, c'est introduire, si vous voulez, des retardateurs temporels. Et celui-ci, dont nous parlons, me semble un retardateur intéressant. Bon, on pourra, si vous le souhaitez, dans le débat, revenir sur cet élément-là. Alors pour moi, toujours dans le vaste chantier qui est à mettre en œuvre, donc j'espère que vous ne perdez pas, premier élément, c'est reconsidérer la place du travail et reconnaître les compétences dans l'entreprise. Deuxième, définanciariser les entreprises et les stratégies. Troisième élément qui pour moi est très important, c'est réorienter la production. Réorienter la production pour faire en sorte que cette production soit davantage orientée vers les besoins fondamentaux. Je crois qu'aujourd'hui, on sait, les entreprises se sont trop souvent écartées des besoins fondamentaux. Alors évidemment, il n'est pas facile de définir ce que sont les besoins fondamentaux, mais je pense qu'on pourrait parfaitement, dans un pays comme la France, s'apercevoir que des besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. C'est sans doute vrai en matière de mobilité, en matière de communication, mais c'est certainement vrai en matière alimentaire.
C'est certainement vrai en matière de logement, en matière de précarité énergétique, etc., etc. Donc je crois que là, il y a un gisement en quelque sorte extrêmement important, en France comme dans les autres pays, eh bien, consistant à repartir des besoins fondamentaux, qui ne sont évidemment pas les mêmes dans tous les pays, et se dire comment est-ce que les entreprises peuvent eh bien, se recaler au mieux par rapport à ces besoins fondamentaux. Et ça, il faut le faire. Pour moi, c'est un objectif qui est lié. Il faut le faire tout en assurant un allègement du poids des activités productives sur la nature. Les activités productives pèsent beaucoup trop sur la nature. On reste dans une logique qui est une logique, comment vous dire, de prélèvement. On reste dans une logique qui est une sorte d'économie de butin. Je prélève comme ça. Hein. Bon, eh bien, en réalité, il va falloir sortir de cela. Ça va bien au-delà de la transition énergétique. C'est toute la relation de l'homme à la nature qui est en réalité interrogée ici. Et donc, il faut à la fois réorienter la production vers les besoins et en même temps le faire en allégeant le poids des activités productives sur la nature. Je voudrais juste au passage vous signaler que pour réussir un objectif comme celui-là, il vous faut des salariés et des gens qui travaillent autrement plus compétents. Hein. C'est-à-dire que pour réussir ça, eh bien, il vous faut des salariés, des gens qui travaillent très très compétents. Si j'avais le temps, je pourrais prendre plein d'exemples. Si je prends l'exemple de l'agriculture, il est absolument frappant. Pour justement avoir une agriculture qui est au plus proche des besoins, qui produit des biens qui ne dégradent pas la santé des gens et qui en même temps ne dégradent pas l'environnement, la qualité des sols, eh bien, il vous faut peut-être pas des agriculteurs, mais des paysans, eh bien, qui comprennent mieux le rythme des saisons, qui s'intéressent de plus près au rythme de la nature, qui font attention à beaucoup de choses dans une optique qui est une optique renouvelée de relation de l'homme à la nature. Ça, c'est quelque chose que je pourrais développer si vous le souhaitez, mais bon. Voilà, donc ça, c'est un troisième chantier qui me paraît extrêmement important, c'est réorienter la production en allégeant le poids des activités productives sur la nature. Je pense qu'un autre chantier dont on a un peu parlé encore pendant le déjeuner, c'est le chantier de l'entreprise. C'est un chantier auquel je tiens particulièrement parce que, il y a quelques années de cela, avec d'autres, nous avons vu quelque chose qui peut paraître complètement aberrant, mais qui est tellement gros qu'on ne le voit pas. C'est que dans le droit français, la catégorie entreprise n'existe pas. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. À vrai dire, moi j'étais stupéfait quand je me suis aperçu de ça, je ne croyais pas. Hein. Eh bien, rechercher dans le droit français, c'est facile de le faire avec Internet maintenant, la catégorie juridique entreprise, elle n'est tout simplement pas existante. Il n'y a pas cette catégorie dans le droit français. On la retrouve par défaut dans le droit du travail, mais il n'y a pas de droit de l'entreprise. Alors vous me direz, mais le droit c'est quoi alors? C'est le droit des sociétés et non pas le droit de l'entreprise. Et ici, il faut être extrêmement précis, il ne faut pas laisser les choses dans une sorte de flou, là. La société, c'est une chose, l'entreprise, c'en est une autre. La société, et en particulier la société de capitaux, eh bien, c'est l'ensemble des actionnaires qui apportent du capital, en effet, et qui, à un moment donné, vont dire, ce capital, nous décidons de l'investir dans le cadre d'une activité productive qui est configurée dans une entreprise. Mais attention, hein, la société qui apporte le capital est représentée par un conseil d'administration, par ses actionnaires. Ça, c'est la société, mais l'entreprise, c'est autre chose, l'entreprise. Hein. L'entreprise, c'est un lieu de production. C'est un lieu où, en effet, vous avez besoin de capitaux, et en particulier de capitaux durables, mais vous avez besoin aussi de salariés, vous avez besoin des compétences de ces salariés, et vous ne pouvez pas faire fonctionner une entreprise uniquement avec des capitaux, fussent-ils durables. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il faut impérativement, dans le droit français, eh bien, définir une catégorie juridique qui aujourd'hui n'existe pas, elle existe par défaut, elle est phagocytée par la société, cette catégorie, c'est l'entreprise. Et donc, il faudrait en réalité qu'il y ait deux organes différents, un organe en effet qui représente les intérêts des actionnaires, et ça c'est tout à fait normal, encore une fois, que les intérêts des actionnaires soient représentés, et puis un organe différent de celui qui représente les intérêts des actionnaires, c'est-à-dire le conseil d'administration de la société, un organe dirigeant de l'entreprise, dans le cadre duquel eh bien, il faudrait voir quel est le périmètre. Et dans ce périmètre, on trouverait de manière certaine, au cœur de ce périmètre, les apporteurs durables de capital et les apporteurs durables de compétences, c'est-à-dire les salariés de l'entreprise. Aujourd'hui, dans le droit français, comme la catégorie juridique
entreprise n'existe pas. C'est donc la catégorie société qui phagocyte le fantôme qui n'existe pas, c'est-à-dire l'entreprise. Et à la tête, vous avez quoi? Vous avez un PDG qui cumule deux fonctions qu'il faudrait absolument distinguer et qu'on distingue dans tous les autres pays développés d'ailleurs. C'est la fonction de président du conseil d'administration. Ça, c'est une chose, hein. Lui, il représente des actionnaires. Et la fonction de directeur général de l'entreprise, qui est une fonction qui devrait être différenciée et qui représente les intérêts de l'entreprise. Les intérêts de l'entreprise et les intérêts, donc, des parties prenantes de l'entreprise. Après, on pourra, dans le débat, discuter pour savoir quelles sont les parties prenantes. Est-ce qu'on les limite uniquement aux apporteurs de capitaux durables et les salariés, ou bien est-ce qu'on doit ouvrir le périmètre éventuellement à des clients, à certains clients durables, à certains fournisseurs durables, éventuellement collectivités territoriales, je n'en sais rien, ça se discute au cas par cas, mais en tout cas vous voyez que la question de l'entreprise comme institution à part entière avec des missions qui sont les siennes me paraît très importante. Vous ne pouvez pas dire la mission d'une entreprise c'est de créer de la valeur actionnariale. Ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous confondez l'entreprise et la société. Que la société qui représente des actionnaires se fixe comme mission, comme objectif de créer de la valeur actionnariale, je comprends. Mais qu'une entreprise se fixe comme mission de créer de la valeur actionnariale, je ne comprends pas, parce que la mission d'une entreprise n'est pas de créer de la valeur actionnariale, elle est de produire des biens et des services utiles à la société, ce qui est extrêmement différent. Qu'après, il faille harmoniser les attentes des uns et des autres, ça, on est bien d'accord, mais harmoniser ne veut pas dire confondre. Hein, donc, il faut faire attention et donc il faut être précis dans le débat. Alors, si vous souhaitez, on pourra bien sûr développer ce point-là. Donc, pour moi, ça, c'est un chantier qui est extrêmement important, en particulier pour les organisations syndicales, et ça me paraît un chantier, beaucoup plus novateur et beaucoup plus positif que des chantiers oppositionnels dans lesquels on chercherait à éviter les licenciements boursiers qui placent les salariés toujours sur un terrain défensif, alors que si, dans le droit français, on reconnaissait l'entreprise à part entière comme institution avec un organe dirigeant qui serait celui de l'entreprise distinct de la société, je vous assure qu'en termes de droit positif, ce serait un énorme pas en avant et plus intéressant, me semble-t-il, que des droits défensifs. Vraiment. Ça, c'est un point de vue. Hein. Alors, cinquième chantier pour moi, c'est un chantier qui consiste à dire les entreprises ne sont pas hors sol. Il faut donc ancrer les activités productives dans des territoires. Ça, c'est très important. La notion de territoire est une notion qui me paraît absolument déterminante. Je ne vous dis pas il faut améliorer les facteurs de localisation et d'attractivité de la France. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je ne suis pas en train de vous parler de localisation ou d'attractivité. Je suis en train de vous parler d'ancrage territorial des activités. Et l'ancrage territorial des activités, de mon point de vue, renvoie en fait à la stratégie de l'entreprise et à la compétitivité dans les termes dont j'en ai parlé tout à l'heure. Dans quoi ? Dans quels termes ? Aujourd'hui, il y a une sorte de fenêtre, si vous voulez, qui est ouverte, qui va peut-être pas durer éternellement, mais il y a une fenêtre qui est ouverte. La fenêtre elle est très simple, elle est que aucune entreprise, aucun groupe aujourd'hui ne peut dire « je dispose en interne » de toutes les compétences dont j'ai besoin pour produire des biens et des services complexes. Vous ne pouvez pas le dire, aucune entreprise, aucun groupe ne peut le dire. Aujourd'hui, en moyenne dans l'industrie, les entreprises produisent en interne 20% de la valeur des biens et des services qu'elles mettent sur le marché. 80% est externalisé. J'espère que vous comprenez. Hein, si ce n'est pas clair, je reviendrai là-dessus. Hein, 80% est externalisé. Une entreprise comme Airbus, que je connais bien, puisqu'elle est toulousaine, hein, eh bien, largement toulousaine, cette entreprise a externalisé 80% de son chiffre d'affaires. Hein. 80%. Eh bien, lorsque vous avez externalisé 80% de votre chiffre d'affaires, la question des relations durables avec vos fournisseurs, vos co-traitants, vos équipementiers, vos fournisseurs de premier rang est une question centrale. Elle est beaucoup plus importante que la question de votre productivité interne. Hein. Si vous ratez les relations avec vos fournisseurs, vos équipementiers, etc., c'est votre performance globale qui est incroyablement dégradée. Eh bien, ce dont on peut s'apercevoir, c'est que
les entreprises qui arrivent à constituer autour d'elles, et souvent d'ailleurs à proximité spatiale, des relations durables avec leurs co-traitants, eh bien, sont beaucoup plus performantes que les autres. Ça, là, les exemples sont légion. Je pourrais en prendre si ça vous intéresse. Mais là, vous voyez que quand on parle de territoire, ici, dans Crash Territorial, le territoire, en fait, le territoire, c'est pas simplement une proximité spatiale. Le territoire, c'est beaucoup plus qu'une proximité spatiale. C'est une proximité en termes de complémentarité de compétences. Quelles sont les compétences dont tu disposes et dont j'ai besoin. Et c'est une proximité aussi, peut-être, qui est une proximité en termes de valeurs, en termes de sentiments, d'appartenance, enfin, je ne sais pas comment l'appeler exactement. Culturel, voilà, ça, c'est tout à fait le terme. Voilà, c'est quand vous avez ces trois proximités-là, si vous voulez, proximité spatiale, culturelle et en termes de complémentarité de compétences, que vous avez en effet les territoires qui sont des territoires solides, par lesquels se joue l'ancrage territorial des activités. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, ça, comme France Télécom, mais en tout cas, dans beaucoup d'activités productives, je crois que c'est très important et ça n'a pas été assez bien compris en France. Voilà 5 chantiers. Un autre chantier, c'est le chantier pour moi des normes. Parce que ça, c'est un chantier qui est absolument gigantesque. Tout ce que je viens de vous dire, évidemment, implique une réflexion sur tout le système normatif, sur les normes sociales, sur les normes environnementales, comme on dit, sur les normes financières qu'on a tendance à oublier. Et donc, ici, eh bien, tout ce dispositif de renouveau de l'industrie française impliquera d'une manière ou d'une autre qu'on réfléchisse à l'ensemble du dispositif normalisateur. Là encore, si vous souhaitez, on pourra en reparler. Et enfin, je terminerai comme ça, je vous dirais qu'à partir du moment où vous considérez les salariés autrement que comme un coût qu'il faudrait absolument réduire, à partir du moment où vous reconnaissez leurs compétences, à partir du moment où en effet vous considérez l'entreprise comme une institution à part entière et pas simplement comme étant un actif liquide destiné à cracher de la valeur actionnariale, eh bien la question de la démocratie, j'ose ce terme, est une question qui est absolument centrale. Et quand je parle de démocratie, je ne veux pas dire le pouvoir du peuple dans l'entreprise, c'est surtout pas ça. Et je dis même pas non plus que les salariés de l'entreprise doivent avoir le pouvoir, je dis simplement qu'ils doivent avoir du pouvoir. C'est-à-dire qu'en effet, il faut que, comme partie prenante, ils puissent être entendus. Mais pour qu'ils puissent être entendus, il faut qu'ils sortent des schémas oppositionnels. Il faut qu'ils soient dans la proposition et pas simplement dans l'opposition. Et pour cela, eh bien, il leur faut s'intéresser, en quelque sorte, de très près à des questions qui sont parfois des questions apparemment techniques, qui les rebutent souvent. Et je pense que, eh bien, ils ont tort. Et je pense que les organisations syndicales doivent faire un effort absolument énorme pour pénétrer les systèmes d'information de l'entreprise, pour pénétrer son organisation, pour pénétrer son management, c'est-à-dire pour pénétrer des éléments qui apparaissent comme étant très souvent techniques. Mais si les organisations syndicales ne s'intéressent pas à cela, si les organisations syndicales se limitent à des très grands mots d'ordre, du genre sauvegarder l'emploi, et après se laissent piéger par des considérations techniques sur les normes, par exemple, d'évaluation du travail, eh bien, je pense qu'en réalité, elles n'ont pas fait leur travail. Donc, pour qu'elles fassent leur travail, eh bien, c'est un travail en grande profondeur, en quelque sorte, pour lequel elles peuvent être aidées, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider, mais c'est un travail en profondeur. C'est donc par la connaissance intime des pratiques, de la stratégie, des valeurs, qu'en fait les organisations syndicales peuvent promouvoir de leur côté la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire la participation des salariés à la direction et à la gestion. Voilà, je vous remercie.